Je viens vous parler aujourd'hui du secteur aéronautique en Wallonie, donc qui est une des 3 régions qui composent la Belgique, c'est la région francophone. Ce projet-là s'inscrit dans un projet plus global qui est mené par Christian Lévesque avec des professeurs d'HEC Montréal et entre autres Blandine avec qui on a travaillé. Ce projet-là, plus globalement, pour vous mettre en contexte, il s'intéresse à 3 choses en particulier. La première, c'est d'aller dans les entreprises fournir un portrait des innovations, des expérimentations en matière d'emploi et de travail. Ensuite, on regarde la diversité de 8 écosystèmes régionaux situés dans 5 pays, donc au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Belgique, donc la Wallonie, et le Pays basque en Espagne. Puis on s'intéresse aussi à comprendre l'évolution des dynamiques entre les acteurs de l'industrie puis les institutions situées au niveau infranational. Donc, j'espère que vous êtes réveillés. Merci beaucoup. Donc, la problématique se situe à 2 niveaux, plus globalement. L'industrie aéronautique, comme vous savez, puis je suis contente d'être dans un panel de spécialistes, est présentement en reconfiguration. Donc, une de ces caractéristiques qui demeure, c'est qu'il y a un enchevêtrement important entre les caractéristiques du territoire régional. Donc, je suis contente de la présentation qui a précédé de notre collègue parce que c'est ressorti. Il y a un enchevêtrement important entre le territoire régional, donc ses caractéristiques, et l'ancrage de l'industrie. Je vous ai parlé brièvement, il y a aussi l'élément de la reconfiguration de l'industrie où les chaînes d'approvisionnement sont passées d'un mode local à global, entre autres. Il y a une réduction du nombre de fournisseurs. Et puis, c'est une image que je vous ai mis, un exemple. Par exemple, en bleu, vous voyez les régions, donc les clusters aéronautiques manufacturières avant 2000. Et puis, en rouge, vous avez celles qui ont émergé de manière plus structurante par la suite. Puis, troisièmement, un autre des éléments qui est intéressant puis qui explique l'intérêt qu'on a présentement dans l'équipe pour cette industrie-là d'une manière comparée, c'est que cette industrie-là est associée, comme Thiago mentionnait tantôt, à une stratégie que Maleki appelle de high road au niveau du développement économique, c'est-à-dire que c'est une industrie à haute valeur ajoutée, de haute technologie, et donc on a vu à travers le temps, dans les dernières années, une dissémination des politiques industrielles qui visait le développement, l'ancrage de cette industrie-là. Au niveau théorique, la problématique, moi je la situe dans un pont qu'on vise à créer, à renforcer entre une littérature peut-être plus au niveau des territoires régionaux, donc en géographie économique, et une littérature au niveau des institutions. Donc, on travaille à faire le pont là-dessus. Puis, il y a 3 grands éléments qui ressortent de ma lecture, dans le fond, de ces littératures-là. La première, c'est qu'au niveau des territoires régionaux, Clark et Christopherson et Bristow et Haley, entre autres, nous invitent à avoir une perspective un peu plus critique des territoires régionaux, c'est-à-dire que, contrairement peut-être à la perspective des systèmes régionaux d'innovation, par exemple, ou des clusters, le territoire régional est un espace d'action stratégique évolutif dans le temps où il y a des tensions, des asymétries, des effets de règles qui sont négociés ou imposés par certains acteurs. Ce qui amène un besoin de mieux comprendre le rôle des institutions régionales d'une manière contextualisée, sans présumer de leurs apports ou de leurs fonctions au niveau des systèmes ou des écosystèmes. On soulève aussi l'importance de considérer l'héritage et l'histoire de ces territoires-là. Puis aussi, il y a un rôle qui est différencié, contingent et évolutif des acteurs régionaux. Donc, comme Thiago mentionnait, les stratégies des acteurs évoluent à travers le temps et donc c'est important. Et il y a un intérêt à aller justement faire des études comparatives à travers le temps dans cette industrie-là. L'objectif de ma présentation, il y en a 2. Mieux comprendre l'évolution des dynamiques entre les acteurs de l'écosystème et les institutions régionales en Wallonie. On veut aussi identifier les tensions et les problèmes. Donc, je vais vraiment focuser sur tensions-problèmes, puis l'évolution de l'écosystème. Puis, il y a 2 questions principales. Comment se caractérise l'écosystème régional aéronautique? Puis comment se caractérise le rapport entre les acteurs dans la construction des institutions régionales. Donc, au plan de la perspective théorique, je vais passer vraiment rapidement, mais c'est vraiment une lecture néo-institutionnelle qui s'appuie sur plusieurs concepts néo-institutionnels comme l'architecture institutionnelle, les tensions, les logiques et les asymétries entre les acteurs. Je vous présente aujourd'hui des résultats partiels de l'étude qui est présentement en train d'être menée. C'est une étude qualitative. Présentement, nous avons rencontré 34 personnes et fait 27 entretiens.
Puis on essaie d'avoir un portrait global de l'écosystème d'une manière flexible, c'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, dans les régions, on va rencontrer les gens qu'on croit qui sont structurants au niveau de l'écosystème, les universités, les centres de recherche. Puis au fil du temps, on apprend à connaître qui sont les acteurs majeurs au plan local, et puis on retourne. La troisième vague qui est à faire, c'est au niveau des PME. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste à peu près, j'imagine 7-8 minutes. 9 minutes. 9 minutes, OK. Thank you. Donc, je vais vous présenter les résultats que je réitère qui sont partiels. Donc, ça, c'est une citation qui résume bien, dans le fond, l'esprit, l'ambiance en Wallonie actuellement. Pour vous mettre dans le contexte, les 50 dernières années en Wallonie, dans le fond, il y a des grandes disparités au plan régional entre la province de la Flandre, la région de la Flandre, pardon, et la Wallonie. Au 19e siècle, la Wallonie avait deux bassins qui couvraient 50% de son territoire, deux bassins industriels importants en métallurgie, sidérurgie et aussi au niveau de l'armurerie. Et donc, il y a eu des déclins importants dans les 50 dernières années et au plan structurel, il y a un chômage important que la région n'est pas en mesure actuellement de contrer. Donc, l'esprit est vraiment, dans cette région-là, difficile. Puis, les fermetures consécutives qui continuent d'arriver de manière générale dans la région affectent beaucoup le moral. Donc, je vais vous parler de la première phase de l'industrie. On a découpé ça en 3 phases d'une manière très arbitraire. L'industrie, dans le fond, il y a 3 éléments principaux qui ressortent. La naissance de l'industrie aéronautique en Wallonie s'explique par la présence de compétences fortes qui ont émergé de l'industrie, comme je vous disais, de la métallurgie et de la sidérurgie. En 1976, donc c'est dans les points saillants en bas, en 1976, il y a eu ce qu'on appelle le contrat du siècle, où il y a eu des F-16 qui ont été achetés par plusieurs pays européens, et au niveau des compensations, la Wallonie a une partie importante proportionnellement des compensations, ce qui a ancré l'industrie. Parallèlement au plan politique, il y a une réforme des régions. La Belgique est un État fédéral et puis les compétences ont été redéfinies au plan du développement économique au niveau régional et au niveau de l'éducation, au niveau des communautés linguistiques. En 1978, l'entreprise Sonaca a été rachetée par le gouvernement wallon. Donc ça, c'est ce qui caractérise peut-être la première phase. Puis au niveau des logiques, ce que je voulais souligner tantôt, cette phase-là se caractérise par une logique de sauvegarde des emplois dans les anciennes industries. Et puis, vers la fin des années 70, le début des années 80, l'État est passé d'un rôle de soutien, par exemple, avec des crédits d'impôt, vers un État qui était plus actif, qui prenait des risques, comme je vous dis. L'exemple du rachat de la Sonaca illustre cette stratégie de l'État. Par la suite, on a la deuxième phase, qui est l'émergence du cluster aéronautique, donc de 1985 à 2005. Ce qui est fondamental dans cette phase-là, c'est la fondation d'un réseau d'entreprises wallonnes de l'aéronautique qui est mené principalement par les plus grandes entreprises, donc 4. Puis la logique, c'est vraiment une logique de lobbying. Donc, on met en réseau les acteurs ensemble, ceux qui veulent, ceux qui sont réunis autour des idées des grandes entreprises, puis les autres sont un peu moins, sont un peu plus mises de côté. Au niveau des logiques, on a une sauvegarde des emplois toujours dans les industries. Merci. L'entreprise est au cœur des dynamiques de croissance économique, donc ça, c'est une logique fondamentale. Comme je vous disais, il y a aussi le début d'une mise en réseau. Le gouvernement wallon veut essayer aussi de valoriser la recherche publique. Puis, de manière générale, il y a une logique de commercialisation comme vecteur de compétitivité. Puis, les acteurs dominants, je vous l'ai dit tantôt, mais c'est l'État et les 4 grandes entreprises wallonnes. Puis, la troisième phase, qui est celle qui est structurante en ce moment, c'est à partir de 2005 jusqu'à maintenant. En 2005, le gouvernement wallon, sous l'impulsion de discussions politiques entre justement les disparités entre les deux régions, donc francophones et flamandes,
ont pris la décision de restructurer les politiques industrielles et de développement économique et ont mis en place ce qui s'appelle le plan Marshall, qui réfère dans l'imaginaire au plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, où ce plan ça représente 1 milliard d'euros sur 4 ans d'investissement. À ce moment-là, on passe d'une politique de clustering, donc où il y avait une mise en réseau puis une volonté de développement économique sous une base commerciale, vers une politique de pôle de compétitivité qui reflète la stratégie aussi de l'Union européenne. Puis ce qui est voulu, c'est le développement de partenariats et de grands projets de recherche structurants entre le modèle qu'on appelle souvent de triple hélice, l'État, les entreprises, les universités, les centres de recherche mis ensemble. Donc, actuellement, on est dans cette période-là. Les tensions sont très importantes. Je vais passer là-dessus dans 30 secondes. Mais si je reviens aux éléments structurants de cette phase, au niveau des logiques, on a, comme je vous disais, une logique de l'innovation systémique comme vecteur de compétitivité. Donc, on passe du développement commercial vers l'innovation. Le rôle de l'État passe d'un État de facilitateur, de mise en réseau, vers un État qui continue à prendre des risques. Et puis, la logique du pôle en soi est une logique descendante. Donc, les gens au niveau de la gouvernance qui sont centraux dans le pôle de compétitivité wallon sont les dirigeants des grandes entreprises. Et puis, il y a une continuité dans ces dynamiques politiques-là qui sont sur le marché vers la région, dans le pôle de compétitivité. Je vais conclure dans quelques secondes. Donc, au niveau des tensions et des blocages, vers la droite, vous avez 3 citations qui résument un peu où on en est dans la recherche actuellement. Les tensions dans le discours puis dans les dynamiques relationnelles en Wallonie sont vraiment... il y a une tension entre la création d'emplois et la création de valeur. Donc, l'État wallon a investi beaucoup d'argent via le plan Marshall dans l'industrie aéronautique et les emplois se maintiennent faiblement. Donc, il n'y a pas vraiment de création d'emplois au net et il y a des dynamiques politiques et des tensions importantes parce que là, on se questionne à savoir si l'argent qui est utilisé dans l'industrie ne sert pas à justement maintenir certains emplois, financer des projets et transférer de la production, par exemple, dans des pays à faible coût. Il y a aussi une tension entre l'innovation et la production. Il y a une identité forte de production de par l'histoire de la région. Puis maintenant, on essaie de voir est-ce qu'on innove, est-ce qu'on produit, puis qu'est-ce qu'on fait avec les compétences. Donc ça, c'est une autre tension. J'ai mis aussi cycle académique versus cycle en entreprise. C'est une tension qui est importante présentement parce que, comme je vous ai mentionné, un des éléments qui est visé par le plan Marshall et le développement des pôles de compétitivité, c'est la création de partenariats autour de projets de recherche. Puis il y a vraiment des tensions importantes à ce niveau-là. Il y a 2 questions qu'on se pose majoritairement aussi au plan de la gouvernance du pôle de compétitivité ou dans le fond de l'écosystème régional en Wallonie. C'est la question de la voix des PME versus l'expertise des grands. Donc, les grandes entreprises prennent le lead souvent, c'est reconnu dans la littérature d'une manière quand même importante dans la construction des écosystèmes, dans la construction des besoins. Par contre, là, on voit qu'il y a un certain, je dirais pas capturing, mais la voix des PME, qui sont des fournisseurs qui, eux, ont besoin des ressources et peu entendus pour le moment, de par les dynamiques politiques aussi qui sont inhérentes par le fait qu'au plan de la gouvernance, c'est toujours les mêmes grandes entreprises qui lead les changements et qui sont le porte-parole auprès du gouvernement. Puis finalement, la voix des travailleurs, l'écosystème régional, le pôle de compétitivité wallon, s'appuie sur des présomptions qui font en sorte qu'au niveau de la voix des syndicats des travailleurs, c'est très peu présent. Les présomptions fondamentales sont beaucoup plus tirées de littérature et d'idées sur les systèmes régionaux d'innovation où le rôle du labor est transféré dans les universités. Puis bon, je vous ai parlé des 3 phases, j'espère que j'ai été quand même claire, mais la réflexion qu'on a en ce moment puis qu'on essaie de poursuivre dans la recherche, c'est de voir c'est quoi les capacités spécifiques régionales qui sont nécessaires pour résoudre les tensions dans l'écosystème et expérimenter, trouver des solutions de manière plus efficace pour les acteurs. Donc, on a ciblé 3 capacités. La capacité de l'écosystème à favoriser la collaboration et l'apprentissage entre les acteurs. Donc,
essayer d'avoir des moyens d'être beaucoup plus polyarchique et démocratique dans la prise de décision. La capacité de l'écosystème de créer une identité qui est commune, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de dissensions quant à l'identité politique des acteurs dans l'industrie en Wallonie. Puis la capacité réflexive de l'écosystème, c'est-à-dire de repenser la gouvernance, les pratiques et les manières de faire. Donc, c'est tout, c'est fini. Voilà. Oh, merci. Merci.